Alors, bonjour tout le monde. Je me demandais comment est-ce que je pourrais introduire François-Marc Gagnon ce matin. Tout le monde le connaît, c'est un professeur qui a enseigné 35 ans. Il a eu les prix du gouvernement, prix du Québec, prix du Canada. Il est directeur, fondateur du Jarolowski Foundation. C'est un enseignant, un recherchiste, un savant. Pour moi, en anglais, on dit « walking encyclopedia ». C'est une encyclopédie qui marche sur quatre pattes. On peut lui demander n'importe quoi, il connaît la réponse. Mais pour moi, c'est l'homme qui m'a élevée depuis l'âge de 6 ans avec beaucoup de tendresse et amour. Et ça me touche énormément de lui présenter ce matin. Il va nous parler de l'impressionnisme Monet, la couleur chez Monet. Sachez qu'il faut qu'il quitte à 11h15, alors on ne va pas lui laisser... on ne va pas l'imposer trop le temps. Aussi, je veux le remercier d'avoir accepté de faire cette conférence tellement à la dernière minute. Alors, merci beaucoup et j'introduis François-Marc Gagnon. Là, je cours à l'autre côté, je reviens après. C'est la première fois que je suis présenté par ma fille. Elle a bien fait ça. OK. Alors, c'est ça. Vous avez une grande exposition sur l'impressionnisme. Puis, évidemment, je suis surtout associé à l'art canadien, mais j'ai donné dans le temps des cours plus généraux. On avait à l'Université de Montréal un cours qui s'appelait « Les grands courants de la peinture », dans lequel on passait l'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, enfin... D'ailleurs, c'est ça qui est arrivé une fois quand j'ai donné le cours comme ça sur la télé, à Canal Savoir. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se souviennent de ça. Un jour, j'étais au coin de la rue, près de chez nous. Tout à coup, il arrive un gros camion de vidange. J'ai peut-être déjà raconté ça, je ne sais pas. En tout cas, qui arrête devant moi, puis il y a 2 gars qui sont suspendus comme ça, puis il y en a un qui regarde, puis il dit « Impressionnisme, fauvisme, cubisme ». Alors, c'est ça, il avait suivi les cours, mais il ne se rappelait plus de mon nom, probablement. Alors, il voulait me dire que... Alors, là, je ne sais pas trop quoi faire, puis la lumière change, puis le camion s'en va. Là. Ça a été le seul contact que j'ai eu avec ces gens-là. En tout cas, alors, c'est sur cette base-là un petit peu, afin que je vais vous donner quelques réflexions sur Monet, en fait, essentiellement, enfin, qui est quand même, auquel on attribue beaucoup dans la définition de l'impressionnisme. Et je vais commencer par une citation de Cézanne. C'est un peu paradoxal, parce que Cézanne, c'est quand même un peu plus tard, mais je pense qu'il explique bien ce qu'était finalement l'essence de ce que les impressionnistes ont tenté de trouver. Il parle avec le directeur du musée d'Aix. Et il raconte ça, il dit qu'il la rencontre, etc. Et le directeur du musée d'Aix, en Provence, dit « Je suis épouvanté par vos destructions de la peinture que vous faites maintenant. J'aimerais vérifier sur un cas, le vôtre, qu'est-ce qu'il en est. » Alors, Cézanne lui répond qu'il serait mieux d'aller à Paris puis de rencontrer les vrais criminels, comme il dit, en fait, toute la bande. Et il dit, il suffit que j'en aie un, que je vérifie sur un, et je vais me faire une idée. Alors là, Cézanne, il dit, j'essaie de lui expliquer ce qui est nouveau dans notre approche. Il dit, on a refusé ce qu'on appelle le modelé. Et ça, c'est une notion importante, vous allez voir, parce que ça revient souvent dans les discours du temps. Le modelé, c'est cette idée que vous représentez, par exemple, un coude ou quelque chose comme ça. Vous passez du sombre au clair absolument imperceptiblement. Tu sais, on commence noir, puis on s'en vient vers le clair, puis ensuite on retourne dans le sombre. Et là, donc, ça donne une impression de volume, si on veut. Alors, il dit, nous, dit-il, Cézanne explique à son bonhomme, il dit, on ne travaille plus comme ça. On travaille par touche juxtaposées, de façon à ce que les couleurs elles-mêmes fassent l'impression de profondeur ou d'espace ou de volume, mais plus cette gradation régulière là, que vous admirez tant chez les maîtres anciens, etc. Nous autres, c'est fini avec ça.
Et l'autre exemple, alors c'est pour ça, comme cette lettre de Cézanne était adressée à Pissarro, c'est pour ça que je vous ai mis un exemple sur l'écran d'un tableau de Pissarro. Vous savez que aussi Pissarro a été très important dans la définition de l'impressionnisme. Il est un des premiers là, qui a vraiment pratiqué cette peinture de plein air, cette peinture avec le soleil, etc. Hein? Et l'autre document que je voulais apporter, c'est aussi une autre lettre de Cézanne, mais cette fois-ci, toujours à Pissarro, mais cette fois-ci plus tard, où il dit « Le soleil est si effrayant qu'il me semble que les objets s'enlèvent en silhouette, non pas seulement en blanc ou noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. Le doux paysagiste d'Auvers serait heureux ici. » Et ce grand Guillaumet, enfin, il a dit ce grand C-O-O, en tout cas, il ne faut pas dire ça en public, mais il dit ça dans sa lettre, que les gens d'Auvers, tout ça, seraient très heureux ici à voir, en fait, toute cette orgie de couleurs, d'une certaine façon. Et là, ça va être très important aussi, c'est l'importance que les impressionnistes vont donner à la sensation colorée, plutôt qu'à ce qu'on pourrait appeler la perception, dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui a un chandail rouge, même s'il est éclairé différemment, on dit qu'il est toujours rouge. Hein? Il y a une espèce de persistance de la couleur comme ça, au niveau de la perception, alors que si on est fidèle à sa sensation, ben, on verrait des nuances différentes selon l'éclairage de la chose. Hein? Vous voyez un peu la distinction entre les deux choses, mais en tout cas, je vais y revenir à quelques reprises. Et là, donc, ça, c'est ce qu'ils essaient d'élaborer à propos de la couleur et de la lumière. Et on comprend mieux en quoi c'est révolutionnaire à l'époque quand on voit les grandes tendances de la conception de la couleur qu'on se fait à l'époque. La première, qui est très, si vous voulez, très reçue, etc., c'est cette idée du clair-obscur. Et là, j'illustre ça par un horrible tableau de M. Théodule Ribaud, que vous oublierez vite. Il n'est pas très important. Mais c'est un bon exemple de ces tableaux sombres, faits avec du bitume, dont les salons à l'époque étaient pleins. Hein. Ces gens-là se réclamaient évidemment des Espagnols, de Ribera et des autres. Et ils disaient, c'est comme ça qu'il faut peindre des choses dramatiques. Alors là, c'est Saint-Sébastien, qui, vous savez, qui est toujours représenté debout avec ses flèches dans le corps. On ne sait pas comment il tient comme ça, mais en tout cas. Mais là, il est vraiment mort et c'est deux moines qui viennent lui arracher les flèches. Un truc horrible. Mais ça, c'est un bon exemple, par contre, de ce que je vous disais tout à l'heure sur le modelé. Hein, dans lequel, si vous voyez, par exemple, le bras de Saint-Sébastien, là, comment c'est fait, on part du sombre vers le clair, puis on retourne au sombre, et d'une façon imperceptible, c'est-à-dire les coups de pinceau ne sont pas sentis, tout ça est fait ensuite, essuyé à la main ou avec des torchons, etc., de manière à ce qu'on ait l'impression vraiment d'un espèce de volume comme ça, qui se détache un peu du fond, toujours très sombre, etc. Hein? Donc, première tradition, le clair-obscur. Et je veux dire, c'est la tradition qu'on voit souvent dans les salons à l'époque, pas les salons privés ou domestiques, mais dans les salons officiels, là, où on fait des présentations des tableaux. Et un autre exemple de ça, ça serait par exemple les gens de Barbizon, qui, bien qu'ils travaillent souvent à l'extérieur, sont quand même marqués par cette idée là, du clair-obscur, de l'opposition entre la lumière et les choses plus sombres au premier plan, etc. Alors donc, même chez les paysagistes, on va retrouver aussi cette espèce de prédilection pour le clair-obscur. Hein? Ça, c'est la première tradition. La deuxième, au contraire, c'est la tradition de la peinture claire. Et ça, le grand représentant de ça, c'est Eugène Boudin. Hein? Eugène Boudin, qui est intéressé par le nord de la France plutôt que par la Provence, etc., qui se promène plutôt sur les côtes de Normandie, etc., et aussi par la peinture hollandaise, par la peinture anglaise du temps, plutôt que les grands classiques comme Poussin ou Lorrain, etc., qui étaient comme les maîtres du paysage. Et il s'intéresse tout d'un coup à des effets lumineux, à une peinture beaucoup plus claire que ce que les autres faisaient, et qui représente souvent comme ça. Ici, ben, ça, c'est une esquisse, enfin rapide, d'un bord de l'eau avec des vacanciers là, qui se promènent sur la plage. Mais puis, vous voyez aussi comment l'importance de la touche picturale dans des esquisses rapides comme ça, évidemment, c'est... au lieu de représenter des personnages en volume, ils sont représentés par une tache ou deux, avec des couleurs presque pures, etc. Alors, donc, une peinture claire.
par opposition au clair-obscur des autres, là. Et un autre qui serait associé à ça également, c'est Corot. Corot aussi défend là, cette idée d'une belle lumière blonde, j'allais dire, en fait, comme dans cette vue de Gênes là, qu'il a fait, dans lequel le ciel, même si le ciel est gris, en fait, tout est très lumineux, en fait, les maisons, tout ça, tous les bâtiments qui sont là ressortent très, très bien. Alors ça, c'est la deuxième tendance, si on veut, cette peinture claire, cette façon de travailler avec la lumière claire. Et finalement, le troisième courant, si on veut, qui est représenté surtout par un grand peintre, par Delacroix, c'est la couleur pure. Là, ni le clair-obscur, ni simplement un espèce de préjugé pour les atmosphères très claires. Là, au contraire, exploitation de la couleur. Puis j'ai fait exprès pour vous mettre à droite un petit détail qui correspond à ce qui est en bas de l'image ici, pour voir comment, en fait, c'est très coloré, les tableaux de Delacroix. C'est pas, tu sais, souvent, quand on a des photos prises de loin, etc., on a une espèce d'amalgame de toutes les couleurs, comme ça, comme on voit, enfin, ce fameux tableau qui est à l'église Saint-Sulpice à Paris, là. Et donc, en particulier, que Monet a dû voir, parce que tout le monde qui s'intéressait un peu à l'art, puis à Delacroix, pouvait aller voir ça. Mais quand on voit le détail, justement, on voit comment l'organisation des objets qui sont là, l'espèce de nature morte, si on veut, avec le chapeau de Jacob, puis toutes ses armes, etc. Comment ce qui permet de lire l'image, c'est les différences de couleurs, les contrastes de couleurs. Et ça, on pourrait dire, alors à ce moment-là, ce que les impressionnistes vont tenter de faire, c'est ils vont se débarrasser du clair-obscur, ça ne les intéresse pas du tout, et ils vont essayer de faire une synthèse entre le point de vue de Delacroix et le point de vue de la peinture de Boudin, là, ou de la peinture claire. Si on pouvait arriver à faire une peinture qui soit claire, puis aussi dans laquelle la couleur soit très importante, on aurait une espèce de solution pour la peinture impressionniste, telle que je vous la définissais à partir de Cézanne, là. Et alors, quand on pense maintenant au problème, comment Monet va arriver à ça, alors il part de loin, d'une certaine façon. Enfin, la première chose, ses parents sont des épiciers qui ont en 1840, enfin, qui ont des difficultés financières importantes, et à cause de ça, ils quittent Paris, puis ils vont s'installer au Havre. Vous allez voir, c'est quand même un aspect de l'histoire qui va être important. Et là, ils vont être associés à son beau-frère qui s'appelle un monsieur Lecadre, qui lui a beaucoup de succès, une grosse maison au Havre. Puis il y a aussi une maison sur la côte, là, à un endroit qui s'appelle Sainte-Adresse, et qui va être aussi un sujet de peinture de Monet. Et les premières activités picturales de Monet qu'on connaisse, quand il a l'âge de 15-16 ans, c'est des caricatures. Et c'est vraiment curieux parce qu'on ne s'attend pas de ça de lui. Je vous en donne, il y en a très peu d'exemples, semble-t-il, qui ont été sauvés, parce que lui a dû en détruire lui-même plusieurs, puis les gens n'ont pas considéré ça comme très sérieux, alors ils ont jeté ça. Et alors là, il a fait ici l'homme papillon, on le voit, il est en train de flotter au-dessus du sol. Je me suis demandé qui était ce Jules Didier, là. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que c'est un peintre académique du temps, là, probablement, ou quelqu'un d'autre, ou peut-être quelqu'un proche de lui, ou quelque chose comme ça. Alors, première activité picturale de Monet, c'est des caricatures qui vendent d'ailleurs, semble-t-il, avec beaucoup de succès. Les gens sont entichés de cette histoire-là. Et il les expose dans la vitrine d'un marchand de couleurs qui s'appelle M. Gravier, et marchand qui va exposer aussi Boudin. Et c'est là que va se faire le contact entre les deux grâce à ces caricatures, afin que Boudin va voir, il va essayer de rencontrer le jeune artiste, il va l'encourager. Et chose curieuse, quand Monet a vu les tableaux de Boudin pour la première fois chez ce même Gravier, il les a trouvés exécrables. Il a trouvé ça épouvantable, etc. Alors, probablement parce qu'il est encore attaché à cette vieille tradition du clair-obscur, etc., comme les tableaux académiques de son temps. Alors, il part donc d'assez loin. Autre exemple, là, il va s'inspirer, par exemple, de ce fameux Panthéon Nadar. Nadar, vous savez qui c'est, hein? C'est un grand photographe, mais c'était aussi un caricaturiste. Et là, il a réuni, je pense, c'est 249 personnages dans une seule image comme ça. Alors, donc, c'était facile pour
le jeune Monet d'aller chercher un personnage ou l'autre là-dedans, puis en faire une caricature à partir de ça, puis là, vendre ça. Il dit que s'il avait continué là-dedans, si j'avais continué, je serais aujourd'hui millionnaire. Peut-être pas, mais on voit qu'il voulait attacher beaucoup d'importance à ça. Alors donc, grâce à ces ces activités, au fond, qui n'ont pas beaucoup d'importance historique, si on veut, il fait quand même la rencontre d'Eugène Boudin. Et Boudin essaie de le convaincre qu'il faut aller à l'extérieur. Il faut, bon, c'est bien de dessiner comme ça, mais si vous voulez vraiment devenir un peintre, vous devez vous confronter à la nature. Et il y a une phrase de Boudin qui m'a frappé qui dit « Tout ce qui est réalisé directement sur place possède une force, une intensité et une vivacité impossibles à recréer en atelier. Hein? » Alors là, le jeune Monet se laisse convaincre et dit c'était comme si un voile se levait de mes yeux et je réalisais que je pouvais devenir peintre, hein, au lieu d'être simplement rester caricaturiste, à cause de cette expérience-là. Et effectivement, un tableau où il est très, très jeune encore, en 1858, il fait ce petit tableau. Enfin, là, évidemment, il est énorme là, sur l'écran, mais il faut imaginer que c'est grand comme ça. Et une vue des ruelles qu'il fait sous la direction de Boudin, qui l'amène dans cet endroit-là, puis il lui dit, regarde, on peut faire comme ci. Alors, déjà, c'est très, très lumineux. Il n'y a pas les techniques qu'on va retrouver plus tard, là, de division, de la touche, des couleurs juxtaposées qui finissent par se combiner pour l'œil puis donner une couleur plus riche. Mais malgré tout, enfin, c'est tellement de différence avec ce qu'il faisait avant qui prouve que, enfin, il y a un talent là, qui pouvait se développer d'une façon extraordinaire. Il l'a dit, d'ailleurs, « Si je suis peintre, c'est à Boudin que je le dois. » Dans son infinie bonté, Boudin commença à me prodiguer des leçons. Mes yeux à la longue s'ouvrirent et je compris vraiment la nature. J'appris en même temps à l'aimer. Je l'analysais dans ses formes, je l'étudiais dans ses couleurs. 6 mois plus tard, j'expliquais à mon père que je voulais devenir peintre et me rendrais à Paris pour y étudier la peinture. Hein? Alors, et effectivement, c'est ce qu'il va vouloir faire. Le père n'était pas trop enthousiaste de cette idée que son fils devienne peintre, mais il consulte un peu, puis il le dirige vers, au fond, un peintre tout à fait correct, le M. Troyon, qui a été d'ailleurs un des professeurs de Boudin. Alors, donc, il y a une bonne connexion, là, etc. Mais finalement, Claude Monet ne s'intéresse pas beaucoup à cet enseignement très académique, là, avec beaucoup de dessins et puis peu de couleurs, etc. Et il va chez ce qu'on appelait l'Académie du Père Suisse, là, c'est-à-dire une académie où il n'y a pas de professeur, en fait, où on fournit des modèles et où les gens se rencontrent puis discutent entre eux, entre rapins, là, etc. Alors, il trouve ça beaucoup plus sympathique, évidemment, comme espace. Et en même temps, il visite les expositions de Paris, évidemment, tout en étant... faisant ses premières armes là-dedans, il visite les expositions et il voit en particulier un tableau de Boudin qui a été accepté par le salon de 1859 et il est très content de voir que c'est quelqu'un qu'il connaît, qui est devenu un petit peu plus célèbre. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est Baudelaire qui écrit le texte, enfin, si vous voulez, la critique sur ce salon-là de 1859, et dans lequel il signale, lui, qui a fait une visite chez Boudin et qui a vu là des pastels absolument extraordinaires. Je vous en montre quelques-uns. Alors, regardez ce que Baudelaire écrivait. Il dit « J'ai vu récemment chez M. Boudin plusieurs centaines d'études au pastel improvisées en face de la mer et du ciel. » Alors, encore cette idée d'être sur place, d'être devant le motif. M. Boudin, qui pourrait s'enorgueillir de son dévouement à son art, montre très modestement sa curieuse collection. Hein? Juste des études, en fait, de nuages et du ciel, un peu le sol, etc. Mais réduit comme ça, tout d'un coup, juste à des notations d'atmosphère qui, Boudin explique, en fait, ça pourra peut-être être utile pour un tableau plus évolué que je ferai en atelier après, mais je tiens à faire ces études sur place, là, comme ça, et de multiplier ces études. Ces études si rapidement et si fidèlement croquées, d'après ce qu'il y a de plus inconstant, de plus insaisissable dans sa forme et dans sa couleur, d'après des vagues et des nuages, portent toujours, écrit en marge, la date, l'heure et le vent. Ainsi, par exemple, 8 octobre, midi, vent du nord-ouest. Si vous avez eu quelquefois le loisir de faire connaissance avec ces beautés météorologiques, vous pourriez vérifier par mémoire l'exactitude des observations de M. Boudin. Il suggère même de cacher la légende puis de deviner quand est-ce que ça peut être fait.
Hein? En voulant dire comment ce serait très précis. C'est un petit passage de Baudelaire sur Boudin à propos de sa présentation au Salon de 1859. Hein? Alors là, si on mesure maintenant où en était, disons, Monet, indépendamment de tout le monde, là, bon, il fait des natures mortes comme on pouvait en voir là, beaucoup aussi, enfin assez sombres, assez bien dessinées, etc. Peut-être la seule originalité de celle-là, c'est qu'il y a un chien vivant qui est en bas. Ça, si on avait ça ici, ça serait un élément pour que les guides pourraient signaler aux enfants la présence du chien qui va tout bouffer, qui veut tout bouffer ce qui est là. Mais c'est pas un grand tableau, mais on voit comment, justement, il est influencé à la fois donc par cette peinture claire, puis par ailleurs, il y a un certain attachement à la tradition ici qui se manifeste dans cette petite nature morte, le trophée de chasse. Hein. En tout cas, là, il se promène avec ça. Il y a un autre tableau de Monet d'à peu près de la même époque, qui est une vue de son atelier, avec sur le mur en haut, en droite, un tableau de Daubigny. Alors, c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'il commence à s'ouvrir un petit peu à de la peinture un peu plus contemporaine. Et on voit aussi l'importance de la couleur ici, là, à la Delacroix un peu. Hein. Mais la synthèse dont je parlais tout à l'heure, là, entre la peinture claire et la peinture colorée n'est pas encore faite. Là, hein. On voit, il hésite entre plusieurs voies. Le premier tableau qui semble, disons, ouvrir vraiment le nouveau champ, c'est celui-là. C'est un tableau qu'il a fait donc tout près du Havre, où ils vivent, à Sainte-Adresse. En fait, c'est une espèce de station de balnéaire là, qui était très populaire, et à la pointe de la Hève. Alors, et c'est un grand tableau tout à fait impressionnant, qui a été présenté d'ailleurs aussi dans un salon officiel, et qui a été reçu, qui a été bien reçu. Ce n'est pas un tableau fait sur le motif, par contre. C'est un tableau fait en atelier, vraiment, avec des notes, etc., et qui est très, très élaboré, très contrôlé, et dans lequel, enfin, les critiques du temps sont enthousiastes parce que c'est quand même très réaliste, c'est très, tu sais, ça correspond à ce qu'on peut voir dans la nature, avec un côté un peu sombre, un peu dramatique, etc. Alors, donc, ça va. Mais on remarque quand même que le sujet ici est plus près de ce qu'on attendrait, disons, de la peinture hollandaise du temps ou de la peinture anglaise. Hein? Je disais tout à l'heure justement que les impressionnés vont, à un moment donné, surtout au début, là, vont essayer de chercher des effets atmosphériques plutôt dans le nord de la France que dans le sud. Hein? Plus tard, évidemment, ils vont visiter beaucoup la Provence, etc. Mais cette première exploration de la peinture claire, si on veut, se fait surtout avec des modèles hollandais et des modèles anglais. Il y a un peintre qui est derrière un peu cette chose-là, qui a fait un sujet un peu semblable, c'est John Keane. Hein? Alors, c'est la côte de Sainte-Adresse, c'est le même endroit, avec l'espèce de mise en page assez semblable, mais pas tout à fait pareil, mais qui donne, avec lequel, disons, le jeune Monet va rentrer en contact, puis ils vont se mettre à discuter un peu comment, donc, reproduire ces effets atmosphériques, etc. Regardez l'influence hollandaise, par ailleurs, on peut le voir par des tableaux comme celui qui est à gauche, là, qui représente donc des bateaux de pêche là, en train d'attendre de partir et qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grande tradition hollandaise des bateaux de guerre, là, comme le coup de canon là, de M. Van Velde. Hein. Et alors ça, si vous voulez, ça fait un peu passer le genre d'exploration, mais là, on commence à trouver que, bon, le sujet, ça va, vous suivez la tradition hollandaise, mais la façon de le peindre, là, ça ne va plus. Là. Les touches deviennent trop apparentes, il n'y a plus cette espèce de fluidité, de modelé qu'on avait avant, et même pas, au moins dans le grand tableau de Sainte-Adresse, vous aviez encore beaucoup de nuances. Ici, c'est beaucoup plus affirmé, c'est beaucoup plus, tu sais, les touches juxtaposées les unes aux autres, puis les reflets dans l'eau qui bougent, etc. Alors là, on commence à trouver qu'il y a un problème avec ce genre de tableau-là, que ça ne peut pas être acceptable autant que les tableaux qu'il faisait avant. Hein? Alors, puis là, disons, évidemment, la tendance qui est commencée ici va aller en augmentant avec les tableaux qui suivent. Alors là, ce qui est très caractéristique maintenant, c'est que
Les touches de peinture sont presque apparentes. Hein? Ben là, évidemment, sur des reproductions, c'est toujours un peu difficile à voir. Mais les touches de peinture deviennent apparentes, deviennent séparées les unes des autres, si on veut, juxtaposer. Et c'est ce qu'on va appeler, à la limite, le divisionnisme de la touche. Hein? C'est-à-dire que les touches sont divisées, puis à un moment donné, d'ailleurs, il va jouer avec le fait qu'on peut juxtaposer une à côté de l'autre des touches colorées différentes, souvent même avec des complémentaires, et qui vont, pour l'œil, se combiner ensemble et créer un effet plus coloré là, que si on avait juste une couleur. Hein. Alors là, et ça, c'est une première chose qui est frappante ici, et aussi, c'est l'opposition entre, disons, les personnages qui ne sont pas modelés du tout, ils sont juste des taches de couleur sombres sur un fond plus clair. Hein. Et là, alors, ils ne sont pas du tout traités comme on les traiterait dans l'espace. Par exemple, on a fait des rapprochements de ce genre de tableau-là avec des tableaux hollandais anciens aussi, dans lesquels on a un peu la même structure, une plage avec des personnages. Mais les personnages, là, ont une substance et ils sont surtout placés dans l'espace pour nous donner l'impression d'une profondeur. Si vous revenez au... je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça. Les moyens idiots manuels. Bon. Et si on revient aux choses, on voit d'abord, d'une part, par rapport au tableau hollandais, l'horizon est beaucoup plus haut, et donc il nous présente plus de plages que les autres. Et par ailleurs, les personnages ne servent pas vraiment à faire une lecture dans l'espace. On a l'impression qu'on s'en vient plus dans une bidimensionnalité, dans une affirmation de la surface peinte comme telle, puis d'autant plus qu'il y a ces petites touches de couleur qui sont placées un peu partout et qui fait que la présence même du peintre est comme indexée dans le tableau. Hein. Plus les touches sont apparentes, plus la présence du peintre se fait sentir. Hein. Ce qui était évidemment l'inverse des tableaux clair-obscur que je vous présentais tout à l'heure avec Ribot, dans lesquels, au contraire, le peintre dit « ben je suis absent, je fais juste vous montrer ce qui est et vous m'oubliez complètement. Hein. » Au contraire, là, avec les tableaux impressionnistes, on a l'impression d'une nouvelle subjectivité de l'artiste qui s'affirme là, par le fait qu'il laisse des traces dans le tableau. Chez Cézanne, ça va aller encore plus loin, puisque souvent, les touches sont données indépendamment du motif. Hein? Par exemple, si vous présentez une maison, les touches peuvent être comme ça, de billets, au lieu de suivre plus ou moins la structure de la maison. Hein? Alors là, comme si on pouvait vraiment séparer la sensation qu'on a de la réalité de sa construction, de ce qu'on sait de la réalité. Hein? Toujours cette opposition entre connaissance et sensation. Hein? On a des connaissances toutes faites des choses, mais quand on commence à les regarder vraiment, là, on voit autre chose. Hein? Alors, et là, ben, on pourrait dire après ça, évidemment, que la chose est lancée. Monet a des difficultés d'argent terribles parce que son père lui coupe les vivres. Il tombe en amour avec une de ses modèles, la Camille, là, qui est célèbre parce qu'il va faire beaucoup de ses portraits. Et alors, le père dit, c'est fini cette affaire-là, autrement je coupe les vivres. Alors, il coupe les vivres parce que l'autre est en amour, puis il veut pas changer. Et alors, il se réfugie à Ville d'Avray, et là, il reçoit, enfin, il y a des difficultés financières, mais il reçoit une commande d'un autre peintre qui s'appelle Caillebotte. Caillebotte est un garçon qui avait un peu d'argent, etc., et qui va d'ailleurs soutenir financièrement Monet pendant plusieurs années, et il va lui commander un immense tableau. En fait, ça, c'est énorme. Tu sais, c'est plus de 2,5 mètres par 2 mètres. Alors, c'est un gros tableau. Et là, Monet décide de le faire, ce tableau-là, complètement à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne sera pas fini à l'intérieur à l'atelier. Il va être fait sur place. Alors, il fait poser les 3 dames qui sont là, c'est Camille, les 3 fois. Hein? C'est elle qui est dans plusieurs poses. Et il installe sa toile dehors. Quand le soleil se cache, il arrête de peindre. Et même, il fait creuser une espèce de tranchée pour être capable de descendre le tableau plus bas pour pouvoir peindre le haut, là, enfin, tout ce feuillage qui est là au-dessus, et de rester strictement comme ça fidèle à l'extérieur, au plein airisme, si on veut. Alors, ça fait un tableau beaucoup plus lumineux que n'importe quoi qu'il a fait avant, et qui va être acheté par Caillebotte pour 2500 francs, en tout cas, à l'époque. Et donc, ça va le sortir de la misère, mais en même temps, on voit que cette tendance vers une couleur de plus en plus dégagée, de plus en plus pure, chez Monet, va en continuant. Hein. Là, on pourrait dire que c'est le chef-d'œuvre par excellence.
Dans la reproduction ici, on voit il y a une ombre au premier plan en bas qui a l'air beige, etc. Mais quand vous la voyez pour vrai, quand vous voyez le tableau, c'est bleuté. Hein? Et il va dire, cette ombre bleue m'a fait a fait scandale, les gens en ont beaucoup parlé, etc. Et ça va être une idée que, évidemment, les impressionnistes vont dire, regardez les choses telles qu'elles sont, vous allez voir que les ombres ne sont pas noires, ils sont, en général, surtout l'hiver en particulier, ils peuvent être bleus, ils peuvent être complètement colorés. Hein? Alors là, c'est un des cas dans lesquels on pourrait dire, vous avez cette première apparition. Ensuite, il retourne alors à Sainte-Adresse, mais là, avec un tableau beaucoup plus lumineux, et dans lequel vous avez l'exploitation aussi des couleurs complémentaires. Comme par exemple, tout le vert qui est là est en résonance avec les oranges et les rouges. Hein? Vert et rouge, c'est des complémentaires. C'est même au niveau de la structure de l'œil, c'est deux cônes importants là, qui travaillent dans la rétine. Et là, les complémentaires, au lieu de se nuire, au fond, augmentent l'intensité de la couleur. Hein? Ça, c'est un autre principe important. C'est quand vous travaillez avec des complémentaires, non seulement vous ne les écrasez pas, mais on pourrait dire, mettons que le violet va diffuser du jaune qui sont complémentaires dans le jaune, puis le jaune va diffuser du violet dans le complémentaire. Ça, c'est une expérience qu'on peut faire, je ne pourrais pas la faire ici, mais je pourrais essayer de faire ça. On prend un cercle coloré sur une feuille de papier blanc, puis à côté, on met une autre feuille de papier blanc. Et là, mettons que vous avez un cercle violet, vous le regardez à peu près 10 secondes, puis ensuite, vous déplacez vos yeux vers la page blanche. Et là, il apparaît comme un fantôme, un peu une espèce de forme évanescente du cercle, mais en couleur complémentaire. Hein? Comme si, pendant que vous regardez le violet, les cellules jaunes se reposent, puis là, quand vous regardez le papier, bien, il se réexcite et il vous donne la complémentaire. Hein? Alors, ça veut dire que donc, les juxtapositions de complémentaires augmentent la couleur, augmentent la force de la couleur, hein, au lieu de l'éteindre. Hein? Alors là, on voit, enfin, intuitivement, tout ça, même c'est répété un peu dans les drapeaux aussi, cette opposition des couleurs, et on le retrouve évidemment dans toute la composition là en bas. Les ombres aussi, inutile de dire qu'elles sont plutôt bleutées aussi dans le tableau. Alors tout ça, là, on voit que là, on a une maîtrise de plus en plus grande afin de ce qui va être le vocabulaire des impressionnistes. Et finalement, disons, Régate à Argenteuil, on fait un petit tableau comme ça, beaucoup plus enlevé, beaucoup plus fait rapidement, et dans lequel aussi vous avez, à cause du jeu des reflets dans l'eau, cette idée des touches séparées là, complètement, qui sont autonomes les unes par rapport aux autres, et que l'œil reconstruit. Hein? Et là, éventuellement même, on pourrait dire que le tableau nous fait revivre le mouvement même de l'eau. Hein? On finit par, si on le regarde un peu longtemps, on finit par avoir cette impression des reflets dans l'eau qui bougent ou qui s'avancent vers nous. Et là aussi, inutile de le répéter, mais c'est les complémentaires également, le bleu et l'orangé, là, qui sont juxtaposés l'un à l'autre. Hein? Alors là, on pourrait dire à ce moment-là, donc Monet est en possession de son vocabulaire. Et là, l'autre défi qu'il va se donner, c'est celui de l'instantanéité, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de représenter quelque chose qui donnerait l'impression de l'instant, que ça a été fait comme une photo, au fond, juste un instantané, et même si ça prend beaucoup de temps pour le faire, etc., pour le peindre, si on veut, mais que l'effet qui va être recherché, c'est celui qu'on aurait si on regarde un spectacle très rapidement, puis qu'on arriverait à le fixer sur toile. Et la première expérience qu'il va faire de ça, c'est dans disons, un cadre qui a l'air tout à fait différent de ce qu'il a fait jusqu'à présent, puisqu'il a travaillé beaucoup à Argenteuil, puis il a fait beaucoup de paysages à l'extérieur, etc. Là, on est en pleine ville, non seulement en ville, mais on est dans une gare, enfin la fameuse gare de Saint-Lazare, qui est la gare où les trains de Normandie aboutissaient. Hein. C'est pour ça que ça l'intéresse, ça, parce que de là, il pouvait aller ensuite au Havre, puis ensuite se promener sur la côte. Là. Mais alors, donc, cette gare-là, à Paris, est très connue, etc. C'est aussi, au point de vue architectural, à l'époque, une espèce d'innovation. Le toit en verre et en métal, ça, c'était nouveau. Hein. C'était comme d'avant-garde, si on veut, au point de vue architectural. Et l'intérêt, évidemment, c'est que ça permet de voir à travers le toit le ciel. Et pour Monet, c'était intéressant, ça. Alors, il se loue un petit appartement à côté de la gare. Et il en parle avec ses amis. Il dit, c'est un spectacle extraordinaire qui change tout le temps.
et qui change très rapidement, à cause de la fumée, évidemment, parce que ces locomotives du temps, ça devait nous empester, enfin, complètement tout le quartier de Paris où il passait. Et là, il dit, cette fumée qui est constamment différente, qui est très évanescente, qui passe très vite, etc., est-ce qu'il y a moyen de fixer ça, puis de faire une série de tableaux, enfin, où on verrait les variations un peu de cette chose-là? Alors, c'est toujours très précis. Vois-tu, la gare Saint-Lazare, arrivée d'un train, alors c'est ça, on voit le train qui est à droite, à votre droite, vient d'arriver, l'autre est stationné. Et puis, alors, on a toute cette accumulation de fumée colorée en bleu, etc. Et derrière, enfin, on voit vaguement un peu les édifices là, de Paris qui sont à côté. L'idée de peindre à la gare de Saint-Lazare n'était pas unique à Monet, puisque on connaît un fameux tableau de Caillebotte aussi, dans lequel on est sur un pont qui, si vous regardez du pont, là, comme le personnage qui est là au premier plan, vous voyez la gare. Hein? C'est-à-dire, on est juste au-dessus. Le pont de l'Europe passait au-dessus. Et d'ailleurs, je vais vous le faire remarquer dans d'autres exemples de Monet, on le voit, le pont de l'Europe, dans le fond de la composition des gares de Saint-Lazare de Monet. Alors, Caillebotte, lui, a pris plutôt l'idée du grand boulevard, là, avec la structure du pont et des personnages qui se promènent là-dessus, un chien, etc. Mais ce qu'on voit à droite, en bas, c'est la gare de Saint-Lazare. C'est des morceaux de la gare, si on veut. Et donc, ils sont intéressés. Caillebotte, probablement parce que c'est un sujet moderne, ça. Hein? Tu sais, travailler sur un peu ce que Baudelaire recommandait. Là, faites-nous de la peinture d'aujourd'hui, répétez pas des vieilles affaires. Et d'une certaine façon, on pourrait dire, Monet, est-ce qu'il suit cette chose-là? Mais comme il insiste tellement sur le fait que ce qui l'intéresse là-dedans, c'est les effets atmosphériques, c'est les vapeurs. Alors, au fond, c'est un des rares éléments dans ce paysage-là, si on veut, qui est vraiment plutôt proche de la nature. Hein, qui est plutôt spontané, là, comme un paysage qu'on aurait dans la nature. Alors, tandis que chez Caillebotte, on a l'impression, non, ça, c'est la vie moderne. Enfin, les personnages sont habillés à la mode du temps, le chien, toute la structure en acier qui est très importante, etc., puis les grands édifices dans le fond. Alors, c'est plutôt une image de la vie moderne. Mais chez Monet, on a l'impression que ce qui l'intéresse, c'est pas tellement de témoigner, disons, du renouveau, les trains, puis tout ça, comment ça a changé notre vie, etc. C'est plutôt de trouver comment arriver à fixer un spectacle qui est aussi changeant que de la fumée de locomotive et qui est constamment en train de se transformer. Hein? Alors, c'est ce qu'il va faire, en fait. Alors, ici, par exemple, arrivée du train de Normandie, alors ça, c'est intéressant pour lui parce que c'est un train qu'il a dû prendre plusieurs fois. Alors, vous avez la même structure et vous remarquez aussi, au fond, le pont de l'Europe. Hein? On le voit un peu, là. Dans le fond de la composition, ce qui est une espèce de bande horizontale, c'est le pont. Et là, le train est arrêté, puis il y a beaucoup de gens là, qui sortent, là, etc. Là aussi, la présence des personnages est absolument pas traitée d'aucune façon. Ce sont juste des taches noires. Là. On voit que c'est des personnages qui sont autour du train, mais pas plus que ça. On n'a pas de détails de la façon de les présenter, etc. Et toujours, l'importance est attachée à la fumée, aux effets atmosphériques, enfin, que toutes ces vapeurs et le ciel gris, etc., peuvent faire. Hein? Alors, c'est toute une série comme ça qu'il va faire, en restant tout le temps sur place, puis il avait obtenu la possibilité d'installer son chevalet dans la gare, etc. Alors, donc, il peut travailler en paix. Celui-là est une des plus... j'allais dire, des plus finis. Hein? Il y en a qui ont l'air un peu plus improvisés, un peu plus esquisses, puis d'autres, au contraire, qui sont très, très contrôlés, très finis. Là aussi, on voit le pont de l'Europe dans le fond de la composition. Hein? Je sais pas, tu sais, il est ici, là. Et puis là, nos trains. Et là, une belle opposition aussi de complémentaire là, avec l'orange en bas puis le bleu en haut, etc. Ça, c'est certainement voulu, c'est certainement contrôlé aussi. Puis la structure de la gare plus explicite là, que dans les autres images qu'on a vues. Celle-là, ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment plus près de l'esquisse. Hein? Alors là aussi, on a nos personnages là, qui sont... Ça marche-tu? Non? Peu importe. Alors, regardez, par exemple, tout à fait en haut, à droite,
il y a des nuages, il y a une espèce de nuage de vapeur, là. Et là, il avait prévu de faire ce qu'on appelle une réserve, c'est-à-dire que ce n'est pas peint en noir en dessous. Hein, c'est la toile qu'on voit là, directement. Et d'ailleurs, c'est la toile qui donne un peu une petite teinte un peu jaunâtre à cette partie des fumées qui apparaît là, tout à fait à droite en haut. Hein. Alors, il a prévu donc une espèce de réserve dans laquelle il mettrait un nuage, évidemment, mais quand on voit le tableau, là, on voit la trame de la toile apparaît, puis j'ai vu des photos aussi faites avec un éclairage très, très fort devant le tableau, puis on regarde derrière le tableau ce que ça donne. Alors, on voit très bien là, qu'il avait prévu qu'il y aurait un petit bout de nuage dans ce coin-là. Hein. Donc, évidemment, l'idée, on donne l'impression de l'instantanéité, mais c'est très calculé, c'est très travaillé. Hein, c'est pas fait comme ça en 2 secondes, au contraire. Alors, et là, si vous accompagnez les différents petits nuages là, de vapeur, etc., on voit qu'ils changent de couleur ou ils changent d'intensité selon l'endroit où ils se retrouvent. Quand on les retrouve complètement à gauche, en haut, devant la structure noire, là, le bleu est très, très frappant. Il est très différent de ce qu'on avait à droite. Enfin, on change. Alors, comme ça, donc tout ça est très étudié, très contrôlé, si on veut, mais toujours avec cette idée de nous donner l'impression de quelque chose qui se passe. Il y a encore des personnages qui sont notés juste comme des taches noires, etc., mais qui vont, à un moment donné, disparaître. Alors là, ici, on a ce qui pensait qu'elle était une espèce d'esquisse dans laquelle on a le pont de l'Europe, là, au premier plan. Ah, c'est ça. Là, on est dans une autre perspective, si on veut, pas d'un autre point de vue. On est sous le pont et on regarde la gare, là, comme un peu les gens du tableau de Caillebotte pouvaient la voir là, quand ils regardaient en haut du pont vers le sol. Hein? Alors là aussi, on voit certaines de ces gares sont considérées un petit peu comme des esquisses et quand Caillebotte va faire un lait au gouvernement français des tableaux de monnaie qu'il avait, ces tableaux trop esquisses vont être refusés. On ne va garder que le grand tableau que je vous disais plus fini, là, qui est au musée d'Orsay. Et là, puis les petites choses comme ça, on va dire, oh, ben, ça c'est moins important, etc. Puis en fait, maintenant, je pense bien qu'on voit leur importance, leur intérêt aussi, comme le reste, en fait. Même si c'est noté plus rapidement, c'est très possible. Hein? Alors, ce que la série des gares a démontré, c'est que le regard humain est constamment changeant. Hein? Et donc, on peut avoir un spectacle qui a l'air très, très stable, si on veut, enfin, un train qui arrive en gare, puis une gare qui est toute ça, une structure très, très rigide, si on veut. Et malgré tout, à cause des fumées, etc., on peut dire que le spectacle change constamment. Et le regard fait que on change un peu de point de vue, on se déplace un peu, on attend quelques secondes et le spectacle se change continuellement. Alors là, c'est ça que Monet appelait l'instantanéité et comment est-ce qu'il voulait arriver à suggérer l'instant. Hein? Si on pouvait donc arriver à suggérer dans un tableau ce qu'un seul regard très rapide peut faire et comment ça peut changer enfin d'un tableau à l'autre. Hein? Et l'autre... le projet va se continuer, évidemment, dans une série que vous connaissez bien, c'est la fameuse série des meules. Hein? Parce que là, c'est différent, parce qu'on pourrait dire ce qui va arriver, c'est que là, il n'y a plus de mouvement. Hein? Les meules ne bougent pas comme les nuages. Là. Alors là, est-ce qu'il va être possible, en regardant des meules à différents moments de la journée ou à différentes périodes de l'année, à des saisons, etc., de suggérer des différences comme ça, aussi fortes que ce qu'on avait quand on représente un spectacle qui change continuellement. Hein? Alors, vous comprenez? Donc là, maintenant, le problème, c'est les meules ne bougent pas, mais ce qui change, évidemment, c'est l'éclairage. Hein? Et là aussi, si on fait une série, en fait, c'est toujours extraordinaire comment il est arrivé à faire ça. Alors, il semble qu'au début, il voulait faire deux tableaux. Un en temps ensoleillé, puis un autre en temps gris. Et commençant son tableau, le soleil s'est mis à décliner, la lumière a changé, etc. Alors, il essaie de corriger ça. Alors, il décide d'en faire 2 plutôt qu'1, puis 3, puis 4. Il semble qu'il travaillait en parallèle sur plusieurs tableaux
et de manière à retourner à l'heure où il fallait pour pouvoir compléter celui-là. Puis ensuite, une heure plus tard, compléter l'autre, puis compléter l'autre. Comme ça, puis travailler, donc encore là, avec beaucoup de minutie, pour donner un effet qui serait instantané, hein, qui serait juste une chose qu'on pourrait voir peut-être, comme il dit ici, milieu du jour. Peut-être quelques heures, mais pas plus long que ça. Hein. Les meules en question, d'ailleurs, il n'est pas allé très, très loin pour les trouver. Cette carte postale a été prise à Giverny, hein, donc tout près de chez lui. Et on voit, là, c'était ça, c'était des espèces de meules. On ne sait pas trop ce qu'ils accumulaient. Ça peut être des meules de graines de maïs ou de choses comme ça. Ça peut être du foin, ça peut être n'importe quoi. Mais alors là, on voit pour Monet, le côté un peu agricole de ça n'est pas intéressant. Et là, une chose qui est très frappante, c'est qu'il n'y a pas de personnage dans la série des Meules. Hein, il y a pas, alors que, disons, quand des gens comme Jean-François Millet, par exemple, va traiter un sujet comme ça, il va mettre des paysans à côté, il va mettre des gens qui travaillent. Hein, et là, ça va dans le sens de toute ce retour à la ruralité, etc. On a eu ça aussi au Québec, nous autres, des gens qui disaient faire retourner à la terre, etc. Alors, dans ce type d'idéologie-là, les personnages sont importants. Pour Monet, il ne compte pas, puisque ce qu'il cherche, c'est plutôt voir qu'est-ce qui va arriver si j'ai un motif qui est stable, qui ne bouge pas, et dont la seule variété va être apportée par la lumière, hein, la lumière du jour. Alors là, là aussi, quand on voit la série, c'est très frappant. Ici, fin de journée d'automne, des ombres très allongées, évidemment, puisque c'est la fin de la journée. Des ombres bleues, là, tant qu'on veut, évidemment. Et aussi des compositions légèrement différentes chaque fois, pas très recherchées, mais quand même, c'est bien établi. Puis les couleurs fait que des fois aussi, les choses se détachent mal du fond. Enfin, on a l'impression d'un orgie de couleurs. Une couleur qu'on voit peu ici, en tout cas, mais qui n'est pas beaucoup dans toute la série, c'est le vert. Hein? Parce que le vert, évidemment, ça nous ramènerait à la réalité. Et alors là, il l'utilise ici dans le fond, mais les meules sont violets, sont dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Hein? Autre exemple, la meule de foin couchée de soleil, alors là, au contraire, très, très sombre, avec le fait que la pointe de la meule touche le haut de l'horizon, là, on pourrait dire qu'il crée une espèce d'espace très aplati, hein, à cause de ça. Hein? On a de la misère à lire la meule en volume, en se détachant du fond. Alors, la seule façon, c'est qu'au premier plan, en bas, là, il y a une gradation de lumière et de couleur qui fait qu'on peut arriver un peu à lire afin que la meule se détache. Mais si vous montez dans le tableau, si votre regard se porte plus haut, on voit que là, au contraire, on a l'impression d'un tableau presque bidimensionnel. Hein? Ici aussi, une autre chose qui remarque et puis qui en fait existe vraiment dans la structure de l'œil, c'est que quand vous avez un contraste très fort entre un élément qui est devant vous puis un fond qui est très, très brillant, là, très lumineux, il y a la ligne qui limite la forme de la meule ici apparaît tout d'un coup. Vous avez une ligne orange là, qui suit tout le haut de la meule et qui retourne vers la droite. Là. Je ne sais pas si vous la voyez. Une espèce de... Alors, ça, c'est vraiment un truc qui se passe dans l'œil. En fait, c'est Van Helmholtz, là, le premier qui a défini cet effet-là. Et d'ailleurs, il disait aux peintres d'éviter ça parce que c'est mauvais. Vous êtes à contre-jour et c'est pour ça que ça fait un effet comme ça. Alors, évidemment, au contraire, pour Monet, c'est intéressant. C'est encore là de refléter donc cette sensation plutôt que les connaissances qu'on aurait de la chose. Hein? Et là aussi, un autre élément qui est peut-être proche de la photographie, ici, c'est le cadrage. Hein? Le fait que la meule est coupée en partie un peu à droite là, par le bord du tableau. Hein? Et ça, évidemment, c'est la photo surtout qui nous a imposé cette idée-là des cadrages, hein? Parce que quand vous prenez une photo, vous coupez forcément à droite, à gauche, en haut et en bas. Et là, alors, des peintres comme Degas, par exemple, vont beaucoup exploiter ça. Mais ici, on pourrait dire, on en a un petit peu un reflet avec ce tableau-là. Il a fait alors une série de meules aussi en hiver. Alors là, on change non seulement le moment du temps, mais aussi du temps dans la journée, mais aussi des saisons. Hein? Alors là, les contrastes sont plus forts parce que comme le sol est blanc et les meules sont plus foncées, alors ils se détachent davantage. Mais vous allez voir, c'est pas toujours. Ah, ici, ça, c'est extraordinaire. C'est effet de neige le matin, là. Je
pense qu'on n'aurait pas le titre, on pourrait deviner que c'est le matin. Hein? Avec l'ombre assez courte et puis la couleur tellement forte. Là aussi, ça, c'est une chose, quand vous regardez attentivement les tableaux, on a l'impression que il y a sa palette avec toutes les couleurs et chaque couleur est répétée en plusieurs endroits. C'est comme par exemple, on pourrait suivre les violets ici, on en a dans la meule, on en a en arrière, on en a un petit peu en premier plan, etc., dans les ombres. Même chose avec les oranges. On pourrait trouver les orangés, on pourrait trouver comme si le tableau finissait par intégrer, enfin, toutes les couleurs un peu partout. Et ça correspond à ce que Monet appelait l'enveloppe. Il dit, ce que je veux peindre, c'est l'enveloppe, c'est-à-dire pas simplement les choses telles qu'elles sont, mais l'espèce d'atmosphère dans laquelle elles se trouvent, dans l'espèce de luminosité générale pour tout le tableau. Hein? Puis là, pour l'hiver, évidemment, ils deviennent presque évanescentes, là, ils disparaissent dans le paysage complètement. Après les meules de foin, ce qui suit, c'est les cathédrales. Hein? Alors, encore là, on dit comment mettre en... Alors, il y a des critiques d'art un peu poètes qui disent Monet qui avait peint les meules de foin comme des vitraux, qui n'étaient pas si loin de la cathédrale après. Mais la cathédrale qu'il va peindre, surtout, c'est cette fameuse cathédrale de Rouen. Hein? Alors là, le problème maintenant, cette fois-ci, OK, c'est la même chose que les meules, c'est-à-dire qu'on a un spectacle qui ne bouge pas et qui change selon l'illumination. Mais là, en plus de ça, c'est le même spectacle exactement, ou presque, qui va être répété tel quel, ce qui n'était pas vrai dans les meules. Hein? Dans les meules, de temps en temps, on en a une, on en a deux, ils sont en avant, ils sont en arrière, en tout cas. Et là, au contraire, on va avoir une façade de cathédrale, enfin, une partie, là, surtout la partie centrale, avec un peu la tour d'Albane, et qui va devenir le sujet principal. Alors, il s'installe à Rouen, devant la cathédrale, un hôtel qui s'appelle l'hôtel L'Allemagne. Et là, il est en plein devant. Enfin, il est comme l'autre côté de la rue, c'est la cathédrale. Hein? Alors là, vous allez voir ce que ça va donner. Alors, le tableau de gauche, c'est un des plus anciens. Là. C'est celui qu'il a fait au début, là, devant la cathédrale. Celui de droite, il y a une petite interruption. Il s'est senti pas très bien, il est retourné à Paris, puis il est revenu. Mais là, il ne pouvait plus louer au même endroit exactement. Il a loué un petit peu de billets par rapport à la façade, puis on le voit, quand on les met tous les deux côte à côte, c'est pas exactement le même angle. Mais c'est vraiment le même sujet, par contre. C'est les variations de luminosité sur une façade de cathédrale qui, là encore, est comme un sujet neutre. C'est comme la gare, c'est comme les meules. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est cette analyse de la sensation tout le temps. Hein? De voir la sensation colorée qui dépend beaucoup de la façon dont on voit les choses. Regardez, par exemple, il explique... il est ami avec Clémenceau, qui était un homme politique important à l'époque, etc. Il dit, pendant que vous autres examinez le monde en tant que tel, mes efforts visent simplement au maximum de ses manifestations dans ses relations avec des réalités inconnues. Hein? C'est ça, il dit, l'habitude qu'on a quand on voit les choses, c'est d'avoir ce qu'on appelle, en fait, techniquement, une espèce de constance perceptuelle. Hein? La façade de la cathédrale ne change pas. Elle est toujours pareille, c'est vieux, ça n'a pas changé, etc. Et donc, au lieu de regarder vraiment ce qui se passe, on a une espèce de connaissance de la chose qui est toute faite et qui est rassurante aussi, avec une période, ah oui, je suis à Rouen, je suis devant la cathédrale, etc., mais qui ne correspond pas à ce que lui appelle là, je cherche des manifestations dans ses relations avec des réalités inconnues. C'est-à-dire que je regarde vraiment ce que je vois et je ne fais que peindre que ce que je vois. Hein? Et à ce moment-là, tout d'un coup, ça devient toutes sortes, je révèle des réalités inconnues, hein? Puisque dans la connaissance spontanée qu'on a, on efface toutes ces différences-là. On cherche au contraire une espèce d'image plus générale qui nous permet de fonctionner dans la vie, mais qui n'est pas le point de vue d'un peintre. Hein? Et il continue. Quand on est en harmonie avec les manifestations, on ne peut plus être très loin de la réalité, ou du moins très loin de ce que nous voulons y reconnaître. Alors, c'est ça, il dit, si je m'approche plus de ce côté de sensation de ce que je vois,
Je ne peux pas être si loin de la réalité. Au contraire, je m'en approche plus. Mais la réalité, elle n'est pas ce qu'on pense, là. Elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus étonnante. Hein? Je me suis toujours contenté d'observer ce que m'a montré le monde pour en témoigner dans ma peinture. Hein? C'est exactement ça. Votre erreur, alors lui, il parle à Clémenceau, il dit est que vous voulez réduire le monde à votre dimension. Hein? Alors que moi, j'essaie de le montrer tel qu'il est. Bien que votre connaissance de vous-même dût aussi augmenter avec une connaissance croissante des choses. En tout cas, ça, c'est la façon dont il décrit un peu son intention, si on veut, ce qu'il tente de faire. Il y a un seul tableau dans la série qui est inachevé, qui est celui-là. Et souvent, les tableaux inachevés de toutes sortes de monde aboutissent au musée Marmottan à Paris. On a eu une fois, vous vous souvenez, une exposition Monet comme ça avec notre photographe Gabor Selassie avait fait des magnifiques photos. Puis les tableaux étaient un peu... Ça venait tout de Marmottan, évidemment. Les tableaux n'étaient pas bien formidables. Mais en tout cas, vous allez voir, au contraire, il y en a certains comme celui-là qui est tout à fait étonnant. Alors, on voit, et là, il voudrait montrer qu'à une autre heure du jour, on a, au contraire, la façade est toute illuminée. Mais il n'a pas réussi à finir celle-là. Il l'a laissé à l'état d'ébauche comme ça. Je vais en monter une dernière avec, avec des effets au contraire du soir un peu là, ou à l'aube. Ah oui, à l'aube, très tôt le matin, oui, où on va avoir ce côté plus violacé là, complètement différent de celui qu'on voyait avant. Dernière période chez Monet. C'est une période qui m'a intéressé, puisque je passais un peu par le même problème. C'est la période où Monet a tout d'un coup une cataracte. Et là, au lieu d'être un bon garçon et puis d'aller chez le médecin, il est pris de panique avec cette histoire-là. Il va retarder, je pense, à peu près 10 ans l'opération pour la cataracte. Hein? Quand les médecins lui disent, là, c'est le temps, là, vous devriez y aller. Et le médecin, là, je ne sais pas si ça aidait ou pas, mais le gars s'appelait le docteur Coutela. Pour un chirurgien, c'est pas très bon, en tout cas. Mais, en tout cas, il s'appelait comme ça, C-O-U-T-E-L-A, pas de S à la fin, mais c'est le docteur Coutela. Et il va se reprendre à 3 fois sur l'œil droit de Monet avant d'aborder l'œil gauche. Et Monet est un mauvais patient. Évidemment, c'est fait comme maintenant, là, sous anesthésie locale, mais il va avoir tellement peur de perdre la vue, etc., qu'il va, il va réagir mal, etc. On va le garder 3-4 jours à l'hôpital après l'opération. En tout cas, chose que... Maintenant, une opération de cataracte, après 2 heures, vous sortez dehors, puis c'est fini. Mais alors, à cause de ces réactions, je pense à lui, c'est ça. Alors là, il y a toute une période de sa production qui va être un peu sous l'épée de Damoclès de cette fameuse opération qui retarde tout le temps, avec une vue qui baisse et qui est de moins en moins précise. Et là, vous allez avoir 2 effets de ça. Il va faire des tableaux de plus en plus grands, hein, parce qu'il va avoir besoin justement de voir les contrastes plus facilement que s'il travaillait sur un tout petit tableau. Alors, ça va expliquer un peu ces grandes décorations qu'on voit, les fameux nymphéas, les fameux nénuphars de Monet. Et aussi des tableaux qu'on va qualifier d'aberrants à la fin, parce qu'il va faire ce qu'on appelle de l'axanthopsie. L'axanthopsie, c'est un jaunissement de la cornée et de la lentille, ce qui fait que les couleurs vous paraissent toutes jaunes un peu. Hein? Alors là, la couleur, chez les tout derniers tableaux de Monet, qui sont au Marmottan, justement, elle est tout à fait étonnante. Moi, je trouve que c'est des tableaux extraordinaires, mais dans le temps, ça a été vu comme... c'est pas vendable, c'est des aberrations. Mais c'est des tableaux presque abstraits à cause de ça, à cause des difficultés qu'il a à avoir. Fait que... alors, je vous montre ça un peu. Il se rend compte... Comment ça dit? Ah oui. Il se rend compte de sa cataracte après la mort d'Alice, qu'on voit ici à droite. Ils sont à Venise, évidemment, avec les pigeons, etc. Là. Et il y en a un sur la tête. Alors, c'est une photographie qui a été faite en 1908. Et 3 ans après,
Alice meurt, et là, l'année d'après, en 1912, il commence à se plaindre qu'il voit mal d'un œil, etc. Il se fait examiner, puis le gars lui dit, le médecin lui dit, oui, oui, vous avez une cataracte, c'est pas très compliqué. Il rencontre là Clémenceau, qu'on voit ici à gauche, en vieux morse, là, avec sa grande moustache. Puis la jeune fille qui est à côté, c'est Edith Butler. C'est une des modèles ça, de Monet, enfin, qu'il aimait particulièrement. Puis Monet, le vieux Monet est au centre. Ils sont sur le pont japonais, là, à Giverny. Et Clémenceau était médecin. Ça, je ne savais pas ça, j'ai appris ça récemment. Et il dit à Monet, c'est rien, allez-y, faites-vous opérer, vous ne perdez pas la vue, etc. Il essaye de le convaincre de ça, mais Monet, pas question de ça. Il s'installe, par exemple, dans Giverny avec des grands parasols comme ça pour couper la lumière du soleil. Hein, parce qu'une des causes de la cataracte, c'est souvent de travailler dans l'ensoleillement trop fort. Et par exemple, on dit que des pays comme l'Égypte ou l'Inde ont plus de cas de cataracte que nous. Hein, parce que la lumière est très violente et très forte. Et alors, pour un peintre, évidemment, comme lui, qui a toujours travaillé dehors, toujours travaillé devant le motif, c'est pas étonnant que ça a pu se développer, hein, surtout quand il est très âgé, là, vers la fin de sa vie. Alors là, vous le voyez sous le parasol, bon, avec des gens autour, là, et qui est en train de faire un tableau comme celui qui est à droite. Je ne suis pas sûr que c'est exactement le même tableau, mais c'est ce genre de tableau-là, là, fait à partir de l'étang de Nénuphar, là, qui était à Giverny, à côté de lui. Hein. Alors, regardez, ça, c'est assez troublant. Enfin, c'est un autoportrait de Monet fait à ce moment-là, là, quand il commence à réaliser que sa vue n'est pas très bonne. Puis, vous voyez, par exemple, la barbe jaune là, qui est là, ça, c'est vraiment un effet de la xanthopsie. C'est que le cristallin étant jauni, on voit toutes les couleurs, enfin, paraissent plus jaunes. Et là, même alors, le contraste avec ça, évidemment, ça va être la figure plus violacée. Alors, quand il se défend tout le temps, évidemment, dans les chemins, ça va pas trop mal. Puis, il essaie de justifier un peu sa situation en disant, écoutez, j'étais un peu comme Beethoven qui faisait la musique quand il était sourd. Hein? Alors, il dit, je vois le nom des couleurs sur les tubes. Ensuite, j'ai une habitude de disposer sur ma palette tout le temps les couleurs au même endroit. Alors, il dit, non, ça peut aller, même si je ne vois pas très, très bien, je sais ce que je fais, mais les tableaux mentent, enfin, le font mentir un peu. Hein? On voit tout d'un coup d'autres choses. Une des choses qu'il est obligé de faire, en fait, ça, c'est une photo qui a été prise à l'atelier, mais c'est de porter ses verres. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont sur sa petite table, là. Les verres très noirs, là. Hein? Alors, quand il va à l'extérieur, il est censé porter ça. Alors, il pense là, qu'avec ça, ça va aller. Il fait des consultations infinies avec d'autres médecins pour savoir, y a-t-il un autre moyen que l'opération de la cataracte pour sauver mes yeux. Alors, on voit vraiment, il a fait une espèce d'obsession avec cette histoire-là. Et là, alors, les tableaux se mettent à grossir de plus en plus. C'est ça que vous voyez dans l'atelier, là, sur les murs. Et là, c'est une photo un peu triste de lui, là, avec ses lunettes très noires là, à l'extérieur. Hein? Alors, ce que ça va donner, évidemment, c'est des tableaux absolument sensationnels. Les nénuphars. Là. Alors ça, vous savez, il y en a à l'Orangerie à Paris, puis il y en a à New York, au Musée d'art moderne. Et des séries comme ça qu'il a fait, en tout cas. Et là, c'est vraiment des grands chefs-d'œuvre. Et c'est d'autant plus touchant que c'est fait dans des conditions difficiles. Hein? Il est obligé, il se lève à 4 heures du matin, il travaille comme un chien. Puis il y a toutes les transactions aussi avec le gouvernement pour ces tableaux-là doivent aboutir à l'Orangerie. Il veut en faire un musée Monet qui va être stable. Alors, il va insister, par exemple, que les grandes toiles qu'il est en train de préparer soient marouflées sur le mur. Parce qu'il dit, si je les envoie juste encadrées là, sur des faux cadres, ils vont les enlever à un moment donné, puis ils vont mettre n'importe qui à la place. T'sais. Alors, il veut voir... il y a toutes sortes de transactions qui se passent à ce moment-là avec l'orangerie en particulier pour avoir, en fait, ces grandes décorations dans un musée qui va être consacré à Monet. Hein. Et là, vous le voyez dans l'atelier avec une autre partie là, de la même série.
En tout, ça mesure presque 16 mètres, si je me souviens. En tout cas, c'est énorme, cette décoration prévue. Alors là, il y en a, vous voyez, il y en a une série avec des saules, puis d'autres, au contraire, c'est juste des nuages en reflet dans l'eau. Ça, c'est étonnant parce que vous perdez le sens de l'espace. Tu sais, on ne voit pas exactement où on se trouve. On est comme ici, hein, les nuages, là. On est au-dessus de l'eau, mais on a le ciel aussi qui est comme au-dessus de notre tête. Enfin, il a réussi à créer une espèce d'entre-deux là, qui est tout à fait étonnant. Alors ça, c'est l'installation, tel qu'on le voit à l'orangerie. Là, avec l'autre partie, avec les saules, ou avec le public à l'orangerie là, qui regarde cette chose-là. Hein? Alors, donc, première conséquence de cette cataracte, c'est donc les tableaux qui augmentent. Puis l'autre conséquence, c'est plus étonnant encore, c'est le changement des couleurs. Alors ça, c'est sa fameuse allée de rose là, qui est devant, à Giverny. Vous avez une allée comme ça, avec une espèce de treillis. Et alors, on le reconnaît un peu, mais là, et les couleurs, et la façon dont c'est peint est complètement différente. Et alors, ça aboutit, comme je vous disais, au musée Marmottan, parce qu'on pense que c'est invendable ou c'est épouvantable. Mais si vous pensez à l'influence des tableaux de Monet sur la tradition moderne, et je pense à un en particulier, à Riopelle, hein, qui a vécu à Véteuil, etc., puis qui était très entiché de Monet, qui était tout à fait enthousiaste de Monet. Ces tableaux-là sont, au fond, presque une transition vers l'art abstrait. Hein. Ils sont, à cause même des difficultés de la vue, il est obligé d'inventer des couleurs, d'inventer des formes et de faire des tableaux qu'on pourrait associés à Rothko, à Riopelle, enfin, vraiment et pour des peintres actuels, enfin, plus proches de nous, ces tableaux-là deviennent aussi importants, aussi intéressants que ce qu'il avait fait au début. Hein. Alors là, vous avez les treillis de rose. Regardez là aussi le côté violacé là, qui résiste au jaune. Là. Alors, le pont japonais va être traité de la même façon. Il y a toute une série aussi qui sont... Alors, là, vous le voyez à gauche tel qu'il est, puis tel qu'il est transformé dans les tableaux de Monet. Voilà. En tout cas, ces derniers tableaux-là, comme je vous dis, sont touchants, mais en même temps, je pense qu'ils sont intéressants. On ne devrait pas les rejeter, ou comme les gens du temps appelaient ça des erreurs abominables ou des tableaux exécrables, etc. Non, pas du tout. Au reste, c'est des tableaux qui annoncent autre chose. Enfin. Et puis le témoignage de Monet, dans ce sens-là, c'est vraiment un peintre qui a maintenu toute sa vie comme ça, dans la recherche, etc., toujours en essayant de faire autre chose. En tout cas, alors, c'est pas pour rien qu'on le présente comme le père de l'impressionnisme. Alors, voilà ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. Merci. Merci. On a le temps pour peut-être une ou deux questions. Oui. Est-ce que Monet a utilisé la photographie? Directement, je ne pense pas. Mais, tu sais, comme je disais tout à l'heure, avec les cadrages, là, on voit qu'il y a une influence. Là. Mais jamais autant que Degas ou des gens comme ça, là, qui vraiment, eux, travaillent avec des photos. Mais c'est une bonne question, ça. Ça serait intéressant de savoir s'il y a eu plus que ça. L'impression que non. Tu sais, l'option pour le plein air, pour être devant le motif, ça, c'est pas bien bon pour la photographe. Mais... puis, tu sais, des variations de couleurs. On n'a pas de photographie en couleur aussi. Alors, tu sais, non, je pense pas. Mais il faudrait vérifier. C'est une bonne question dans vos lectures. Dernière question. L'influence du japonisme. Ah, oui, ça c'est plus possible, ça. Le japonisme, comme vous savez, en fait, c'est donc la découverte, en fait, des ukiyo-e, là, des fameuses estampes japonaises, etc. Ce qui est important dans ça, je pense, c'est le fait que les couleurs ont l'air en aplat, hein, puisque c'est fait par de l'imprimerie, fait comme une gravure sur bois, si on veut. Alors, quand on imprime la couleur, elle est un peu uniforme, etc. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de la résistance au modelé, là, certainement que les gravures japonaises vont à l'encontre de ça complètement. Hein. Ils vous présentent au contraire des aplats colorés, les juxtaposés les uns aux autres.
Et aussi, alors, puis des mises en page, ça fait beaucoup plus libre que ce qu'on avait un petit peu, tu sais, où on était à distance du sujet, etc. Alors là, il y avait des inventions de mise en page. Mais, et c'est vrai que c'est qui, dont le marchand de Van Gogh, des gens comme ça, avaient des fois des estampes dans leur show. Alors donc, oui, oui. Mais en tout cas, je penserais que l'essentiel pour les choses japonaises, c'est ça, c'est l'espèce de traitement en aplat des éléments du paysage ou des personnages qui font une résistance à cette idée du modelé là, qu'on avait à l'époque, là, qui donne en tout cas une possibilité de voir, on peut voir les choses autrement. La touche picturale, comme la peinture sortie du tube et appliquée par petites couches, c'est pas tout le temps, ça, c'est une Non. période. Hein? Oui, ça, c'est plus tard. Ça, c'était pas au début. Non. Puis ensuite, je pense, ce qu'on appelle le divisionnisme de la touche, c'est des effets de... Ben, le bonhomme qui va pousser ça très loin, c'est Seurat. Hein? Mais c'est vrai que même dans les tableaux de Monet, là, des juxtapositions, tu sais, mettons du vert puis de l'orangé côte à côte, puis vous mettez plus loin, à distance, ça se mêle ensemble pour l'œil et ça donne une couleur plus vive. Surtout quand c'est fait assez consciemment, là, quand il dit je vais juxtaposer des couleurs complémentaires, etc., oups, là, on va avoir des effets lumineux plus grands. Ça, c'est vrai que le divisionnisme, puis enfin, la touche comme ça, même au tube, si on veut, ou même avec un pinceau très chargé de peinture, ce Monet va exploiter ça beaucoup. Ouais. Bon, ben, vous en savez plus que moi. Ben, merci beaucoup. Merci.